Evelyne Cazelet de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous excuserez ma voix qui est un peu défaillante depuis 3 jours. Je vais essayer là, d'être le plus clair possible. Madame Dussault a bien introduit, dans le fond, mon rôle un peu là, à la SAC, qui est le même, en fait, que Gabrielle occupe. Gabrielle dans le fond, on a des territoires différents qu'on dessert. Je vais partager mon écran. Ça ici, partager. Vous me direz, juste me faire signe peut-être quand si vous voyez le partage. On voit bien. Super. Puis là, si vous me voyez tourner la tête, c'est parce que j'ai deux écrans. Donc, vous êtes à ma gauche et la présentation est à ma droite. Je vais juste mettre mon curseur ici. Parfait. Pour la présentation aujourd'hui, vous m'entendez bien aussi ou juste, Oui, tout est parfait. OK, c'est bon. On t'entend Euh, très bien. Merci. Mhm. mais merci. En fait, c'est vraiment le fun que vous soyez un si gros groupe en ligne, agréablement surprise. Aujourd'hui, on va parler vieillissement, santé automobile, santé et conduite automobile, évaluation de la capacité à conduire, conduite automobile et sécurité routière. On va parler de partage de la route aussi, de certaines mesures préventives à adopter. Donc, euh, on commence toujours en posant la question, est-ce qu'il y a un âge à, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on ne peut plus conduire, là? Tu sais que nous, à la SAC, on dit, vous, monsieur ou madame, c'est terminé, vous avez atteint l'âge maximum. Vous pouvez hocher de la tête, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge maximum. En fait, c'est pas l'âge qui va décider si on peut conduire ou pas, si on peut garder ce privilège-là. C'est vraiment de déterminer est-ce que les limitations physiques et mentales du conducteur peuvent influencer la capacité à conduire de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment la santé générale qui va déterminer si un conducteur peut ou pas conserver son permis de conduire. Ça, c'est qu'on ait 65 ans ou plus, mais c'est aussi vrai, peu importe notre âge. Je vous donne l'exemple, moi, ma filleule, malheureusement, elle a eu un diagnostic il y a 2 ans, elle a 16 ans maintenant, elle fait de l'épilepsie et quand même assez sévère. Malheureusement, elle pourra même pas, pour l'instant, elle peut même pas suivre son cours de conduite parce que pour l'instant, elle peut pas conduire. Donc, dans son cas, c'est une jeune, très jeune, mais elle a des limitations importantes qui peuvent avoir des conséquences. Oui, j'ai entendu quelqu'un. Il peut avoir des conséquences graves lors de la conduite auto. Si on parle des parties du corps qui sont sollicitées quand on conduit, donc en personne, je vous le demanderai, là, je vous demanderai de répondre de vive voix. Mais donc, en fait, ça fait appel à plusieurs fonctions. Donc, on peut dire même toutes les fonctions, que ce soit sensorielles, comme par exemple la vision, l'ouïe, motrice, mouvement, force, flexibilité. Des fois, on se lève, on a mal au cou, puis on se rend compte en conduisant que faire un angle mort, ça requiert d'avoir une bonne flexibilité du cou. C'est des petites choses du quotidien qui peuvent nous arriver, mais qui impactent notre conduite, notre capacité à conduire. Et aussi, tout ce qui est fonction cognitive. Donc, l'attention, la concentration, la mémoire, le jugement, la conscience aussi de ses capacités et de ses limites. Hein, parce que si on est pas, on a la difficulté à juger de nos propres capacités et limites, ça peut devenir problématique là, dans la conduite auto. Les autres éléments pouvant affecter la capacité à conduire, ben, il y en a plusieurs. Hein, parce que, comme Mme Dussault le dit, effectivement, la conduite auto, c'est une tâche qui est complexe. Hein, puis, c'est ça, quand on conduit depuis plusieurs années, ben, à un moment donné, souvent, on fait les mêmes trajets, on va aux mêmes endroits et ça devient des automatismes. Donc, on ne réfléchit plus trop à qu'est-ce que je fais? Tu sais, on rentre dans le pilote automatique et c'est là des fois que ça peut devenir
dangereux ou risqués. Mais les autres éléments qui peuvent affecter la conduite, ben, on a par exemple l'alcool et la drogue, donc tout ce qui est faculté affaiblie, les émotions. Hein, tu sais, nous, on dit, on conduit comme on se sent. Hein. Si on vient de, je sais pas moi, avoir un party surprise d'anniversaire, puis que ça a été vraiment agréable, on a eu du fun, on a dansé, on a vu toute notre famille élargie, ben, ça se peut qu'en revenant, sauf si on a bu, là, mais si en revenant, ça se peut qu'on soit très courtois, relax, on prenne le temps, on laisse passer les piétons, on garde une distance plus sécuritaire entre nous et la voiture devant. Donc, c'est tout ça peut impacter vraiment notre conduite, comment on se sent. Mais à l'inverse aussi, hein, si par exemple, on vient de se chicaner, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Hein. Moi, je donne toujours l'exemple de ma mère quand elle a reçu son diagnostic de cancer du côlon. Je vous rassure tout de suite, elle va bien. On est bien chanceux, mais ben, on est en pleine pandémie, puis elle était seule devant le médecin quand mon père attendait dans l'auto dehors. Mais pensez-vous qu'elle était en état de conduire quand tu te fais annoncer ça là, à 60 ans? Là, c'est personne qui veut entendre ça. Donc, même mon père, je dirais, il était probablement à la limite d'être en état de conduire parce que pour lui aussi, c'était vraiment un choc, là. Donc, tu sais, faut être conscient là, que les émotions, ça peut avoir un impact très important sur notre conduite auto. Fatigue, hein, c'est souvent méconnu, la fatigue au volant, mais pourtant, c'est une des principales causes d'accidents au Québec. Donc, la fatigue, ça peut être pour toutes sortes de raisons, mais il y a rien qui pallie à la fatigue sauf le repos. Donc, si on est trop fatigué pour conduire, ben, il faut être prudent. La distraction, toutes les distractions, pas juste le cellulaire au volant, là, évidemment, c'est le sujet de l'heure, c'est le fléau des temps modernes pour tout ce qui est sécurité routière. Mais il y a toutes les autres distractions aussi. Tu sais, par exemple, vous n'êtes pas habitué, puis là, vous avez votre petite fille ou votre petit-fils en arrière, puis là, ça pleure, ça crie, ça veut débarquer. Ça aussi, c'est une distraction. Hein. Donc, moi, je l'ai appris récemment. Là, ma fille a 2 ans et demi. Fait que on me l'avait dit, mais maintenant, j'ai pu l'observer par moi-même, que ça devient très distrayant. Ça peut être un animal dans la voiture. Hein, des fois, le chien, lui, il ne sait pas là, qu'il faut garder toute notre attention sur la route. Donc, il vient nous voir, il est tout content, puis il veut se faire flatter, mais tu sais, c'est juste pour vous dire à quel point tout quasiment, presque tout peut devenir une distraction, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Souvent, les gens me donnent en exemple les travaux, les cônes oranges. Ça peut être très distrayant, donc il faut adapter sa conduite. Puis aussi, puis je mets l'emphase sur les médicaments. Pourquoi les médicaments? Euh, Parce que on peut vraiment avoir les facultés affaiblies par les médicaments. Vous le savez, si vous prenez de la médication, le pharmacien et la pharmacienne vous rencontrent quand vous prenez un nouveau médicament pour vous faire part des effets secondaires possibles. Et dans bien des cas, il peut avoir un impact justement sur la conduite auto. Que ce soit parce qu'on ajoute une nouvelle médication, qu'on modifie une médication existante, ça peut avoir un impact sur notre conduite qui peut être fatal. Donc, il faut être prudent. C'est important de ne pas tester un médicament 1 heure avant d'aller conduire. Hein, même un nouveau dosage. Je sais, des fois, ça fait rire un petit peu, mais ce n'est pas le temps de le tester. Si vous avez à prendre un nouveau médicament, prenez-le chez vous ou chez quelqu'un où vous savez que vous allez rester et puis qui ne pourra pas là, affecter justement votre conduite auto. Puis ce qui est aussi particulier avec les médicaments, un peu la même chose avec l'alcool et la drogue, mais les médicaments, c'est que si, par exemple, moi et mon conjoint, on prend la même médication au même dosage, ben est-ce que vous pensez que est-ce que c'est possible que ça n'ait pas les mêmes effets sur lui et sur moi? C'est très possible. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir aucun effet secondaire à un médicament et d'autres qui sont même pas capables de le tolérer. Donc, c'est pas parce que, par exemple, mon mari prend ce médicament-là que moi, je me dis, ah ben, il n'y en aura pas de problème, là. Regarde, il prend lui, puis il n'y en a pas de problème. Ça veut pas dire ça. Donc, il faut vraiment être prudent.
là, on embarque dans l'évaluation de la capacité à conduire. Euh, il y a une nouveauté depuis, je crois que c'est l'année dernière. Euh, avant, donc avant 2023, il y avait un rapport médical et un rapport d'un optométriste ou ophtalmologiste à faire remplir à 75 ans et à fournir obligatoirement à la SAC pour pouvoir conserver son privilège de conduire. Maintenant, ça allège un petit peu la tâche aussi de tout le monde, autant les médecins que les personnes qui sont détenteurs du permis de conduire. Euh, à 75 ans, vous aurez, ou peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, à remplir une autodéclaration. Donc, ça, c'est à 75 ans. Cette autodéclaration-là, c'est obligatoire. Donc, vous devez la remplir et la renvoyer à la SAC dans les délais là, qui sont prescrits. Et ça, c'est vraiment juste à 75 ans. Parce qu'après ça, à 80, il n'y a rien qui a changé. Donc, à 80 ans, on va le voir, on doit faire une évaluation médicale et une évaluation de la vue. Euh, Comment ça fonctionne pour l'autodéclaration? Ben, vous allez recevoir un formulaire d'autodéclaration par la poste. Vous devrez le remplir. Vous pouvez le remplir soit sur papier ou vous pouvez aussi le remplir sur l'ordinateur, hein, parce que ce formulaire-là, il est facilement accessible sur notre site Internet. Donc, vous pouvez le trouver là, si vous tapez sur Google formulaire d'autodéclaration SAC, vous allez tomber sur le formulaire. Vous pouvez le remplir comme ça ou par papier aussi, sur papier, pardon. Puis là, c'est vraiment le service de l'évaluation médicale qui va analyser le formulaire puis qui va prendre une décision. Donc, c'est vraiment une équipe spécialisée, là. Il y a des médecins dans cette équipe-là qui analysent tous les dossiers et qui prennent la décision selon les résultats là, des examens ou de l'auto-évaluation. Contrôle statutaire à 80 ans. Ensuite, c'est à tous les 2 ans. Il y en a certainement, il y en a probablement certains d'entre vous qui avaient déjà commencé ce processus-là. Examen médical, examen de la vue, ça c'est à 80. Au besoin, selon les résultats et l'analyse de ces examens-là, vous pouvez faire un test sur route. On peut exiger que vous fassiez un test sur route en centre de service, donc avec un évaluateur de conduite de la SAC, ou une évaluation par un ergothérapeute. Mais ça, c'est vraiment pas dans tous les cas, là. Il n'y a pas d'examen là, d'emblée là, qu'on doit faire, là. C'est vraiment si besoin. Donc, selon l'évaluation médicale, c'est la décision qui va être prise. La plupart du temps, suite à un examen médical, examen de la vue, la décision, c'est maintien du permis sans modification. Donc, on continue, comme on faisait avant. Puis, on continue dans cette direction-là. On ne change rien. Des fois, maintien du permis avec ajout de condition. La condition la plus fréquemment ajoutée, c'est celle obligation de porter ses lunettes quand on conduit. Donc, c'est pas un gros. Ça, il y a beaucoup de détenteurs de permis de conduire qui ont cette obligation-là, donc la condition A, sur leur permis de conduire. Et dans certains cas, ben, il peut avoir suspension du permis ou de certaines classes hein, de permis de conduire. Si, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des classes 1, 2, 3 de permis de conduire pour conduire des camions, il peut avoir suspension d'un permis de certaines classes. Mais c'est vraiment une minorité de cas parce que nous, à la SAC, là, le but, c'est de garder les gens en santé sur la route le plus longtemps possible. Donc, quand quelqu'un se fait suspendre son permis de conduire, habituellement, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons de le faire. Vous avez 30 jours pour aviser la SAC de tout changement pour la santé. Puis quand vous payez votre permis de conduire hein, à votre anniversaire, c'est le cadeau de fête de tous les Québécois. On ne manque jamais. Donc, il y a un petit. J'avais justement. J'ai payé mon immatriculation, justement. Puis, il y a, il y a la même chose. Je sais pas, oh, ben là, c'est flouté, mais en tout cas, il y a une section en bas de votre document que vous pouvez remplir puis envoyer à la SAC s'il y a eu des changements dans votre santé qui peuvent avoir un impact sur la conduite, là. Qui peut signaler un conducteur qui est potentiellement problématique sur les routes?
En fait, c'est tout le monde. Donc, je préfère dire le mot signaler que dénoncer. Bon, ça peut être le conducteur lui-même. Le conducteur lui-même peut dire, ben moi, je pense que là, c'est fini là, ou tu sais, je suis plus à l'aise, ou moi, ma grand-mère, c'est ce qu'elle a fait. Tu sais, elle était plus à l'aise, puis elle garde sa voiture quand même, mais la voiture, elle est stationnée dans la cour, puis ça fait un petit bout qu'elle ne sert pas, mais ça lui donne un sentiment de sécurité d'avoir sa voiture dans la cour. Donc, comme je disais à ma mère, ben, ça ne coûte pas grand-chose pour qu'elle se sente en sécurité. Elle est déjà là, la voiture. Mais elle n'apprend pas, là, jamais, jamais. Euh, Ça peut être un professionnel de la santé. La plupart des signalements sont faits par ben, un professionnel de la santé, là, on s'entend, là, ça peut être physio, ergo, ça peut être un médecin, une infirmière, ça peut être en fait peu importe qui travaille dans le milieu de la santé, mais la plupart des signalements sont faits par des policiers. Donc, c'est eux qui vont justement là, être témoins le plus souvent de comportements dangereux ou qui peuvent impacter là, la capacité à conduire. Donc, c'est eux qui vont faire le signalement à la SAC. Ça peut être l'entourage, donc la famille, les amis, mais ça peut être aussi un citoyen. Tu sais, parfois, ça peut être un voisin, quelqu'un qui a été témoin d'un événement là, particulier. Puis là, tu sais, je me fais souvent poser la question, ouais, mais madame, tu sais, moi, là, je m'entends pas bien avec mon voisin, là, j'ai pas envie qu'il me dénonce, là. Ben, je vous dirais que ça arrive pas vraiment. Ça arrive pas. Puis de toute manière, si ça arrive, c'est détecté assez rapidement parce que justement, c'est des professionnels de la santé qui analysent les dossiers, donc ils sont capables Ah oui, il y avait quelqu'un qui a marqué. Parfait. Donc, voilà. Donc, conduite automobile et sécurité routière. Euh, Là, on tombe un peu moins dans le médical et dans le réglementaire, mais bon, je pose la question en personne, est-ce que conduire aujourd'hui, c'est la même chose que conduire il y a 40 ans? Hein? Parce que là, je suis pas loin, mais 40 ans, je n'étais pas encore là. Fait que faut m'aider. Euh, Donc, il y a plein de choses qui ont changé en 40 ans. Par exemple, le type de véhicule, les types de véhicules. Hein. En 40 ans, là, l'industrie de l'automobile a explosé. Puis encore aujourd'hui, hein, on voit avec tout ce qui arrive sur le marché d'électrique, ça va être amené à changer encore énormément dans les années qui s'en viennent. Les routes, hein? Qu'est-ce qui est la configuration, autant la configuration que le nombre de routes, le type de route, diversité des usagers de la route. Hein? Maintenant, on voit beaucoup de toutes sortes de cyclistes. Hein? Des cyclistes qui vont faire leur épicerie, mais aussi des cyclistes qui font du vélo de route en cuissard. Il y a tout ce qui est maintenant, là, c'est nouveau, mais on appelle ça les ATPM, les appareils de transport personnel motorisés. Donc, par exemple, les trottinettes électriques. Il y a aussi des quadriporteurs, des triporteurs. On a toutes sortes de sports, planche à roulettes, patins à roulettes. Oui? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Non. Euh, donc, la diversité, tu sais, on voit beaucoup de camions, toutes sortes de camions, des voitures. Il y en a des grosses, il y en a des plus petites. Donc, de la diversité des usagers de la route, ça a énormément évolué. Puis on est encouragé, hein, même aujourd'hui, on est encouragé de plus en plus à utiliser des moyens de transport alternatifs pour se déplacer, des moyens souvent plus actifs que la voiture. Il y a les technologies. On dirait que j'entends quelqu'un. Est-ce que c'est possible ou... OK, bon, c'est pas grave, je continue. Technologie, hein, les technologies, ben, on en parlait un peu aussi dans les types de véhicules, mais la technologie en général, mais aussi le code de la sécurité routière. Alors, on voit, là, même encore l'année dernière, il y a eu une modification, c'est-à-dire l'obligation de faire l'examen médical à 75 ans est devenue une obligation à faire une autodéclaration. Donc, c'est le code, dans le fond, de la sécurité routière, ben, il évolue avec la société, hein, le monde dans lequel on vit. Donc, ça évolue dans le même sens. On va juste parler quelques instants de certaines notions de conduite. Puis là, ça va peut-être faire
sourciller, rire certains. Mais pourquoi on présente ces scénarios-là? C'est parce que dans ces situations-là, sur la route, les personnes de 65 ans sont surreprésentées dans le bilan comme blessées, comme morts. Donc, c'est des situations dans lesquelles on va retrouver, comme je dis, une surreprésentation de personnes de 65 ans et plus dans le bilan routier. Donc, c'est juste des petits rappels, puis même c'est bon pour peu importe l'âge qu'on a, là. Virage à gauche sur feu vert non protégé. Donc, ça, ça peut sembler banal, mais quand il y a un impact à une intersection comme ça, de côté, je peux vous garantir que ça n'a rien de banal. Puis même à 30, 40, 50 km/h, ça peut être fatal. Donc, il peut avoir des conséquences là, à vie même, là, tu sais, quelqu'un blessé grave. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on a la priorité de passage. On doit rester dans sa voie, hein, parce que vous voyez, il y a deux voies. Puis quand ça tourne à deux voies, ben, il faut absolument garder la voie dans laquelle on est. Il faut faire évidemment attention aux piétons et aux cyclistes. Moi, ce que je dis, c'est, puis je me pose moi à chaque fois aussi la question, c'est est-ce qu'on se demande la personne, est-ce qu'on se demande est-ce que l'auto est loin? Par exemple, que quand l'auto arrive en sens inverse, la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il est loin? La question à se poser, c'est est-ce qu'il arrive vite? Parce que si il est loin, mais qu'il arrive vite, ça se peut qu'on n'a pas le temps de tourner à gauche. Donc, c'est vraiment de porter une attention particulière puis à se poser la bonne question. En cas de doute, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas. Puis si on se fait klaxonner, parce que tout le monde me dit ça, à chaque fois on me dit, ouais, mais si je me fais klaxonner, la pression, ben ils attendront. Hein? Vous autres, vous êtes retraités, là, ils attendront. Hein? Ça vaut pas la peine. Moi, pour un klaxon, je pense que ça vaut pas la peine de risquer votre vie. Puis il klaxonnera. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, comme on dit. Donc, moi, à ça, j'ai déjà adopté ça. Moi, c'est comme si les gens sont pas contents parce qu'ils trouvent que je roule pas assez vite ou que je tourne pas à leur goût, ben, ils passeront à côté ou ils attendront. C'est tout. Donc, des fois, c'est juste d'attendre puis de s'assurer qu'on fait une manœuvre de manière sécuritaire. Céder le passage, ben, dans cette situation-là, c'est la voiture rouge qui a la priorité. Donc, c'est la signalisation, le triangle inversé. Qu'est-ce qu'on fait quand on est l'auto bleu? Ben, on doit commencer par ajuster sa vitesse, hein, parce que quand on ajuste notre vitesse, ça nous permet d'être capable de prendre de meilleures décisions et justement d'analyser les situations un peu mieux, respecter la priorité des véhicules et s'arrêter seulement si nécessaire. Hein, parce que c'est rare qu'on voit ça, mais on voit ça des fois, des gens qui sont arrêtés dans la bretelle. Des fois, ça peut être nécessaire. Ça se peut, là. Mais il ne faut pas que ça devienne tout le temps. Donc, c'est en ajustant sa vitesse, puis en analysant la situation, qu'on va être en mesure de s'intégrer dans la voie prioritaire de manière sécuritaire. Là, je suis déçue que vos micros sont fermés, là, parce que d'habitude, ça, c'est mon hit. C'est-à-dire que ça fait soulever les passions parce que, bon, ça, c'est. On parlait de nouveautés, hein, en 40 ans, tantôt. Il y a 40 ans, je pense pas qu'il y avait des carrefours giratoires au Québec, là. Je serais bien étonnée de l'apprendre. Puis c'est quelque chose qu'on voit émerger un peu partout, surtout si vous êtes dans la région de Gatineau, il y en a beaucoup, que vous soyez en fait presque partout maintenant, même dans des villages, ils commencent à en avoir. Mais je trouve que c'est important de mettre la table et de dire pourquoi c'est un choix qui est fait. Pourquoi c'est le choix qui est fait. Le choix il est fait pour des raisons qui, une fois expliquées, je pense qu'ils font du sens. Oui, 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 oui. Oh, juste faire attention, Monsieur Anctil, de bien fermer votre micro pour répondre au téléphone. On entend votre conversation. OK pour l'évaluation. Est-ce qu'on est capable, nous, de le fermer? Attendez un petit peu. Ah, voilà. Tu peux Merci, continuer. merci Gabriel. Donc, pourquoi les carrefours giratoires? Euh, ben, si vous regardez les deux petites images dans le bas, on voit que dans une intersection traditionnelle en T, il y a 32 points de conflit possibles. OK? Dans un carrefour giratoire comme celui qu'on voit là, avec 4 branches, on descend à 8 points de conflit possibles.
Donc, déjà là, il y a vraiment moins de conflits possibles. Ça assure aussi une fluidité la fluidité du trafic, hein, parce qu'on n'arrête jamais vraiment. Donc, c'est comme c'est en continu. Euh, et ça nous oblige, hein, parce qu'il faut ralentir à l'approche du carrefour giratoire. Il y a toujours une affiche là, qui nous indique quelle rue on va pouvoir prendre là, dans le carrefour giratoire puis dans quelle branche. Mais il faut ralentir à l'approche du carrefour giratoire. Donc, on est à basse vitesse. On n'a pas le choix parce que sinon, on ne peut pas rentrer à 80 km/h dans un carrefour giratoire, là, sinon on va se ramasser dans le milieu. Donc, on doit ralentir. Donc, quand il y a un conflit, quand il y a un impact, c'est à basse vitesse. Donc, généralement, impact, basse vitesse, gravité moins élevée de blessure ou pas de blessure, juste matériel. Donc, c'est vraiment pour ça, les carrefours giratoires. Donc, point de conflit diminué, fluidité du trafic et vitesse, s'il y a impact, beaucoup plus basse, donc moins grave en général. Quand on arrive à l'approche du carrefour, ben, on le dit, on ralentit. On doit céder le passage à ceux qui sont déjà engagés dans le carrefour giratoire. Hein? Donc, on regarde à notre. Parce que ça tourne toujours dans le même sens, là, à sens inverse de l'horloge. Et donc, il faut céder le passage à ceux qui sont déjà engagés. Puis si vous avez, là, parce qu'il y en a beaucoup des carrefours giratoires avec des traverses piétonnes comme ça, ben, s'il y a un piéton, il faut s'immobiliser avant la traverse de piétonne pour laisser le piéton passer parce que le piéton, dans cette situation-là, a priorité. Et ensuite, on peut s'avancer, regarder à notre gauche, s'assurer que c'est sécuritaire d'embarquer dans le carrefour giratoire et prévoir sa sortie. Qu'est-ce qui arrive si je manque ma sortie? Parce que, tu sais, quand on prend un carrefour giratoire, quand on emprunte un carrefour giratoire, souvent, tu sais, dans notre quotidien, par exemple, on le sait où est-ce qu'on s'en va, là. Mais des fois, ça arrive, on est dans une ville qu'on ne connaît pas ou on peut être dans un autre pays. Hein? Parce que s'il y en a qui ont voyagé un petit peu, par exemple, en Europe, carrefour giratoire, c'est pas mal plus fréquent que les intersections. Oui, m'entendez-vous? Oui. Oui, on t'entend, excuse-nous, c'est quelqu'un qui a embarqué, mais j'ai coupé le son rapidement. Merci. Tu vois, c'est bien que tu sois là, Gabriel. Donc, voilà pour le carrefour giratoire. Euh, donc, c'est pour ces raisons-là. Je ne suis pas en train de dire que tous les carrefours giratoires ont été bien pensés, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà donné l'exemple d'un carrefour giratoire. Je ne me souviens pas dans quelle municipalité, mais ça n'avait pas été pensé pour le déneigement. Donc, la gratte ne pouvait pas faire le déneigement dans le carrefour giratoire. Donc, évidemment, ils ont dû modifier l'infrastructure. Mais sinon, quand on sait, puis quand on devient à l'aise, puis qu'on comprend le carrefour giratoire, je pense qu'en général, ça va bien. Puis de toute manière, je vous le dis, là, ça va juste aller en augmentant. Donc, c'est soit qu'on s'habitue ou soit qu'on s'entête à être fâché quand on croise un carrefour giratoire. C'est ici. On parlait rapidement là, justement les sources de distraction. Les sources de distraction, ben, il y en a vraiment plusieurs. Tu sais, tantôt, on parlait du cellulaire, mais c'est pas juste le cellulaire. Donc, il y a tout ce qui est distraction visuelle, manuelle, hein, manger, boire, ça fait partie. Puis, une des distractions qu'on observe encore aujourd'hui, là, en 2023, on observait encore, c'est la fumée, la cigarette, à mon plus grand étonnement, mais c'est une distraction qui est quand même encore bien présente. Donc, cognitive, avoir l'esprit ailleurs, et auditive, hein, si on, par exemple, on met deux écouteurs, on n'entend pas qu'est-ce qui se passe alentour. Donc, ça peut être un enfant qui crie, comme je disais tantôt. Donc, il y a des distractions, ça peut provenir là, de à peu près tous nos sens. Petit rappel, euh, si vous êtes grands-parents, arrière-grands-parents, vous avez les mêmes obligations qu'un parent pour ce qui est du siège auto pour enfants. Donc, ça soit juste une fois que vous transportez l'enfant dans votre voiture, il n'y a pas il y a pas de raison, là. Il faut absolument avoir le bon siège bien installé et que l'enfant soit bien installé dans le siège. Ça, il y a beaucoup de services de police qui peuvent vous aider dans le fond, à vous montrer comment on installe le siège si jamais vous avez des questions.
Mais en règle générale, les nouveaux parents sont assez bien informés à ce sujet-là. Donc, on a 3 types de sièges avant de passer à la ceinture comme les adultes. Il y a la coquille, donc ça, c'est pour les bébés, face vers l'arrière. Donc, l'enfant regarde vers le coffre. Ensuite, on a le siège pour enfants, qui est aussi, pour commencer, face vers l'arrière. Donc, l'enfant regarde aussi vers le coffre. Et on déconseille fortement, en fait, de retourner le siège avant 2 ans. Pourquoi? Parce que le pire impact, là, c'est l'impact frontal. Donc, s'il y a un accident frontal, c'est le pire impact. C'est là qu'on va voir les accidents les plus graves. Quand une personne, un enfant est de dos, ben, c'est tout le corps au complet qui absorbe l'impact. Puis ensuite, il y a le rebond. Tandis que nous, c'est l'inverse. Si on fait un impact frontal, c'est le coup, hein, on part par en avant, puis après ça, on va par en arrière. Mais l'enfant, là, il n'est pas, il est pas encore tout formé, sa musculature, son ossature, tout est plus fragile. Bon. Donc, face vers l'arrière au moins jusqu'à 2 ans. Ensuite, le même siège, habituellement, on peut le retourner vers l'avant quand l'enfant est rendu assez grand, assez solide. Et quand l'enfant, c'est vraiment là au niveau du poids, il faut regarder le poids sur le siège là, jusqu'à. Donc, c'est une quarantaine de livres là, avant de pouvoir dire on change au siège d'appoint, donc qui est la 3e étape. Le siège d'appoint, c'est pour les enfants qui sont un peu plus grands. Et à quoi ça sert? Ça sert à ce que la ceinture qu'on utilise nous aussi arrive aux bons endroits. Hein? Donc, quand vous allez si vous avez un petit enfant qui est plus vieux, ce qu'il faut savoir, c'est que la ceinture, elle doit passer sur les os du bassin, hein, la ceinture ventrale, et l'autre ceinture doit passer sur la clavicule. Jamais dans le cou, jamais dans le ventre. Hein, parce que là, ça peut devenir une cause de blessure grave si l'enfant est trop petit. Donc, l'enfant peut. La loi dit qu'un enfant peut passer du siège d'appoint à la ceinture standard sans siège d'appoint à 9 ans ou 145 cm debout. Donc, 145 cm, c'est quand même assez grand. Est-ce que chaque enfant arrive à 145 cm en même temps? Non. Hein? Moi, ma fille, là, vous ne le voyez pas, mais en temps normal, quand je suis en présence, moi, je suis très grande, donc je mesure presque 6 pieds. Et ma fille, elle a 2 ans et 3/4, mais je pense que ça se peut qu'elle ait atteint son 145 cm avant 9 ans. Mais ça dépend de l'enfant. Donc, il faut vraiment évaluer chaque enfant. Donc, c'est juste pour vous rappeler que vous avez les mêmes obligations qu'un parent pour vous déplacer avec vos petits ou arrière-petits-enfants. Si jamais vous vivez une situation de handicap, vous pouvez faire la demande là, pour une vignette de stationnement pour personnes handicapées. Donc, il y a un formulaire à remplir. Vous pouvez le trouver en ligne, mais il y a aussi papier. Si jamais ce sont en ligne, c'est très facile à trouver. Puis là, vu que vous êtes tous en ligne, j'imagine que vous êtes des retraités assez familiers avec l'informatique. Donc, vous pouvez aller remplir le formulaire, en faire la demande. Puis, il y a aussi une évaluation médicale, si requis, qui peut engendrer des coûts. C'est-à-dire que, puis, tu sais, tantôt, j'en ai pas parlé pour les examens médicaux à partir de 80 ans. Il n'y a pas un médecin qui fait ça gratuitement, là, même si c'est votre médecin de famille. Il y a des frais. Puis, j'ai entendu parler de 40 à 120. Mais ça, c'est avant la pandémie. Fait qu'est-ce que l'inflation a aussi impacté le coût des évaluations médicales? Je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a des frais là, qui sont liés à ça, mais c'est possible de faire la demande. Encore une fois, votre demande sera évaluée par une équipe au médical. Puis si c'est justifié là, que vous ayez cette vignette-là, ben, on va vous la faire parvenir. Puis c'est important aussi de savoir, si vous ne le saviez pas déjà, qu'une vignette comme ça, c'est pas. Tu sais, des fois, on dit hey, la personne, elle vient faire ses commissions, ben, elle n'est même pas handicapée. Ouais, mais elle est avec quelqu'un qui a un handicap, une situation de handicap. Donc, la vignette, elle est associée à une personne et non à une voiture. Hein, moi, j'ai une amie, Mélanie. C'est une personne à mobilité réduite. Puis c'est une jeune, là, elle a 48 ans, mais elle, là. Non, mais elle a toujours été à mobilité réduite, mais elle a une vignette depuis qu'elle conduit, donc depuis qu'elle a 18 ans. Là. Mais quand c'est moi qui conduis, même si c'est ma voiture, c'est moi qui conduis puis qu'elle est avec moi,
elle apporte sa vignette pour pouvoir s'installer une zone réservée là, aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'âge, c'est vraiment la condition de santé qui va décider si si on peut avoir cette vignette-là ou pas. Partage la route. J'aime beaucoup aborder justement les angles morts. Donc, tout ce qui est angle mort, parce qu'on retrouve, encore une fois, une surreprésentation d'aînés, donc 65 ans et plus, dans ces accidents-là. En fait, les accidents, surtout piétons, mortels, dans le bilan routier. Donc, faites attention, tu sais, le pilier là, en avant, là, à votre gauche, là, assurez-vous quand vous faites l'angle mort pour ne pas frapper quelqu'un, parce que c'est un angle mort qui est quand même assez important. Donc, juste s'assurer de bien regarder dans son angle mort par rapport à ce pilier-là. Parce que vous voyez, là, regardez ça, c'est juste une voiture, c'est même pas un camion. Là. Et puis, on voit des petits pieds là, juste en bas, mais on ne voit pas vraiment le piéton. Là. Si on ne se déplace pas un peu pour essayer de voir s'il y a quelqu'un dans cet angle mort-là, il y a des fortes chances qu'on le voit trop tard. Ça, j'attire votre attention sur ce qui est angle mort, mais d'un véhicule lourd. Donc, ce qui est. Plus le véhicule est gros, plus les angles morts sont importants. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, là, c'est comme un modèle, comme un gros camion qu'on voit là, fréquemment, là, avec un trailer de 53 pieds. Là. Donc, c'est les camions qui font de la route beaucoup. Regardez l'ampleur des angles morts. Donc, tout ce qui est dans une zone rouge, le camionneur, s'il est assis juste dans son camion, il ne voit pas. Puis moi, je vous ai dit tantôt que j'étais grande, hein? Avec mes souliers, je mesure 6 pieds. Mais je vous jure que devant un camion comme ça, si je passe dans l'angle mort assez proche là, du véhicule, j'arrive flush avec le nez. Donc, ça, c'est moi qui mesure 6 pieds avec mes souliers. Donc, tu sais, là, souvent, là, quand il y a des accidents avec les véhicules lourds comme ça, là, ils vont dire je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu. Puis c'est drôle parce qu'il y a une dame, il y a quelques années déjà, qui était venue me voir après une de ces présentations-là, puis elle me dit je te remercie parce qu'elle dit ça fait 45 ans que je conduis. Puis elle dit ça fait 45 ans, je pense que c'est les conducteurs de camions lourds qui ont un mauvais comportement. Puis elle dit là, je viens de. Elle dit je ne le savais pas, je n'étais pas au courant de ces angles morts-là. Donc, elle s'est rendue compte que c'est majoritairement elle qui avait le mauvais comportement et non le camionneur. C'est elle qui était trop proche. C'est elle qui était dans l'angle mort, mais elle ne savait pas. Donc, elle m'a dit qu'elle allait changer son fusil d'épaule, comme on dit, puis être plus prudente, ne serait-ce que pour sa propre sécurité. Là. Puis il faut s'assurer d'être vu. Hein? Contact visuel. Si vous êtes à pied, assurez-vous d'être vu. Il faut qu'on se regarde dans le blanc des yeux, comme on dit. Là. Vraiment avoir un vrai contact visuel, pas peut-être qu'il m'a vu. Non, non. Il faut qu'il vous ait vu, regardez, à la limite, faites signe, vous pouvez y aller. Donc, puis quand vous êtes, par exemple, si vous êtes à pied, puis vous êtes sur un trottoir, vous êtes à une intersection, vous attendez votre lumière piéton, sachez qu'un véhicule comme ça prend 3 voies pour pouvoir faire un virage. OK? C'est pour ça que souvent, on voit un camion, il y a juste 2 voies, une dans chaque sens. Puis le camion va se tasser à gauche pour revenir à droite. Il n'y a pas le choix. Sinon, ça ne tourne pas. Ça passera pas. Puis, des fois, on dit hey, regardons, le mauvais conducteur, il a passé son essieu arrière sur le trottoir. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. L'infrastructure ne permet pas à son camion de tourner adéquatement. Donc, les roues en arrière de la remorque c'est ça, de la remorque qui passe sur le trottoir, souvent, c'est vraiment parce que le conducteur, il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas la place pour le faire. Donc, si vous êtes à une intersection, qu'il y a des véhicules lourds, on peut-tu juste se reculer? Parce que je vous le dis, même à basse vitesse, dans un virage comme ça, si on se fait accrocher par les roues arrière, c'est terminé. C'est bête de même, mais c'est terminé. Il n'y a pas un piéton qui va gagner cette bataille-là. Qu'on ait 65 ans et plus ou qu'on ait 10 ans, ça ne change rien. Donc, on recule, juste laisser
sais, dans le fond, c'est du partage de la route, hein. C'est important de partager la route, tout le monde ensemble, donc même avec ces véhicules-là. Parce que je peux vous garantir qu'il n'y a pas un camionneur, un conducteur professionnel qui se lève le matin en se disant ouais, moi aujourd'hui, là, m'en frapper un. Non. Souvent, quand il y a des événements comme ça qui arrivent, qu'il y a un mortel, c'est les gens qui conduisent le camion, ils reconduisent jamais un camion. C'est un traumatisme, là, des années de thérapie. On m'a même dit que c'était pour eux la définition d'une sentence de prison à vie. Parce que faut vivre avec ça, là, même si c'est un accident. Donc, juste d'être prudent. Puis quand vous êtes en auto, il y a deux petits trucs. Si vous, par exemple, vous voulez dépasser un camion comme ça, par exemple, sur l'autoroute, euh, premièrement, assurez-vous d'être capable de le dépasser, hein. On ne reste pas dans l'angle mort qui est le numéro 2. Là. On ne reste pas là. On ne conduit pas là. On s'assure que si on dépasse un camion, on peut le dépasser. Si on veut réintégrer la voie de droite, regardez dans votre rétroviseur en haut ici, là. Quand vous allez voir les deux lumières, les deux phares avant, donc quand on voit les deux phares avant, on le sait qu'ils nous voient. On sait qu'on est sorti de la zone d'angle mort du devant. Quand on est derrière, quand on suit un camion, hein, on s'assure de voir au moins un des deux miroirs latérales. Comme ça, on sait qu'ils nous voient. Si on ne voit pas de miroir, c'est parce qu'ils ne nous voient pas, on est directement dans l'angle mort. Puis de toute manière, si on suit un camion comme ça trop proche, là, on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe en avant. Donc, si là, ça freine, s'il y a un événement, on n'a pas le temps de réagir. Donc, c'est vraiment important de s'assurer de ne pas rester ou de ne pas se mettre dans les angles morts de ces véhicules-là parce que, je vous le dis, ils vous voient pas. Puis moi, je savais pas non plus jusqu'à temps que je m'assois dans un véhicule comme ça, puis que je me rends compte qu'on voit vraiment rien, là. Tu sais, même les conducteurs professionnels, je leur dis des fois, il faut être un peu cow-boy pour faire votre travail, hein. C'est épeurant. Euh, En tant que piéton, ben, assurez-vous de respecter les différentes signalisations, d'être visible, hein, peu importe l'heure du jour à laquelle vous marchez, si vous marchez. Tu sais, l'hiver, là, il fait noir très tard le matin, donc des fois, il y a des gens qui vont marcher le matin. Assurez-vous d'être visible, même si on est le matin, hein, parce que c'est important d'être visible le matin comme le soir. Puis comme je vous dis, respecter les différentes signalisations. Si jamais dans votre municipalité, vous trouvez justement qu'il y a de la signalisation, par exemple, vous n'avez pas le temps de traverser ou qu'il y a des enjeux là, qui vous préoccupent, ben, vous pouvez appeler à la ville puis faire part de vos inquiétudes, de la problématique que vous vivez. Puis peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront vous aider. Puis ça dépend aussi de la situation. Bon, évidemment, vous devez traverser là, aux bons endroits. Il faut être vigilant malgré la priorité de passage, hein, parce qu'au Québec, on a une attitude particulière, on dirait, envers envers les piétons. Faut tout que ça aille vite. Pourtant, ailleurs dans le monde, on met un pied dans la rue et les gens s'arrêtent presque automatiquement. Euh, Comme on disait tantôt avec les camions, c'est la même chose avec les véhicules. Assurez-vous d'avoir établi un contact visuel avec le conducteur pour être sûr qu'il vous ait vu. Et quand on circule il faut circuler sur les trottoirs s'il y en a. Sinon, on circule dans le sens contraire de la circulation. Donc, c'est des petites règles de rappel, mais qui peuvent faire toute la différence. Ça a l'air dramatique, là, mais entre la vie et la mort. Donc, il faut porter une attention particulière à ça. Cycliste, ben, en fait, on circule dans le même sens que la circulation à droite, à l'extrême droite de la chaussée. Tournez à gauche de façon sécuritaire. Donc, comme vous êtes à l'aise de le faire, hein, parce que si on ne se met pas dans la voie de gauche pour faire un virage à gauche à vélo, ben, la technique, normalement, c'est de traverser avec le piéton. En théorie, on ne devrait pas jamais traverser sur un feu piéton sur notre vélo. Donc, on débarque de son vélo, on traverse sur le feu piéton, puis on rembarque sur son vélo. Si on veut faire la manœuvre à gauche, c'est-à-dire on a le droit d'intégrer la voie de gauche pour faire un virage à gauche, et on le fait là, de manière sécuritaire. Même chose qu'à pied, être visible. Le port du casque, c'est pas obligatoire. J'ai trouvé ça bien, bien intéressant. On va avec des jeunes rencontrer, faire un tour de l'hôpital du centre de traumatologie de l'hôpital général de Montréal
pour justement parler tu sais, c'est quoi les conséquences d'un accident de la route. Puis, il y a un traumatologue qui était le médecin du Canadien de Montréal, de l'équipe de hockey. Puis, il dit aux jeunes, il dit, qui d'entre vous avait une coquille, tu sais, pour protéger le cellulaire? Tous les jeunes, ils ont une coquille pour protéger le cellulaire. Hey, si je l'échappe, là, changer la vitre, ça coûte cher. Fait qu'il dit après ça, parfait. Il dit, qui d'entre vous portez le casque de vélo quand vous faites du vélo? Il y avait un gros silence. Il y en avait peut-être deux, puis il le disait de manière gênée. Hein? C'était comme pas cool. Il dit, je vous annonce que je suis reconnu dans le monde pour être pour exceller dans mon domaine. Si vous vous blessez à la tête, je peux essayer de limiter les dégâts, mais je ne pourrai jamais, jamais réparer les dommages qui sont déjà faits. Il n'y a personne dans le monde qui peut réparer le cerveau quand les blessures sont déjà faites. Donc, il faut voir les priorités. Hein. Les jeunes sont là, ouais, c'est vrai que dit de même, ça n'a pas d'allure. Hein. On s'en fout, dans le fond, d'un cellulaire à 1000$. Là, oui, c'est de l'argent, mais la tête, ça vaut pas mal plus cher. Ça n'a pas de valeur. Donc, Lynn, je m'excuse, je vais juste oui, t'interrompre. oui, On vient d'écrire là, dans le chat. En fait, il reste comme 8 minutes à la présentation parfait. comprenant la J'ai période de presque terminé. questions. Oui. Parfait. Je vais juste, voilà, en fait, j'ai pas mal terminé. Aide à la mobilité motorisée, hein, quadriporteur, triporteur. Il y a des règles maintenant, donc il y a un projet pilote qui est en cours. Vous pouvez aller sur le site Internet du ministère des Transports, vous vous inscrivez là, Aide à la mobilité motorisée, ministère des Transports. Vous allez tomber directement sur les règles là, à suivre si vous utilisez ces appareils-là ou si vous connaissez quelqu'un qui utilise ces appareils-là. Ça peut être de l'information intéressante à lui partager pour sa propre sécurité. Euh, donc, en résumé, on peut dire, je vais juste revenir. Non, en fait, c'est ça. Euh, Peut-être juste terminer en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement conduire de manière sécuritaire le plus longtemps possible? Ça, c'est pour tout le monde. Là. Planifier ses sorties, ses longs trajets. Hein, moi, quand je vais à Québec, dans ma famille, parce que ma famille est à Québec, je le sais que j'arrête, peu importe, à Saint-Liboire. L'essence est moins cher, puis c'est à mi-chemin entre chez nous puis Québec. Donc, je prévois mes temps d'arrêt, hein, absolument. On peut peut-être éviter de conduire la nuit ou par mauvais temps si on n'est pas à l'aise de le faire. On choisit un véhicule qui peut faciliter la tâche. Hein. On l'a dit tantôt, plus le véhicule est gros, plus les angles morts sont importants. Mais étrangement, c'est un de nos collègues, à Gabriel et moi, qui nous a dit ça l'autre jour. Le pick-up Ford F-150, c'est le véhicule, la camionnette la plus vendue au Canada. Puis il paraît que c'est rendu plus des femmes qui en achètent que des hommes. Donc, c'est vraiment parce qu'elles ont un sentiment de sécurité plus grand. Hein? Parce que plus gros est le véhicule, plus on a l'impression d'être en sécurité. Mais c'est pas nécessairement vrai. Donc, on a plus d'angles morts. Donc, reculer un pick-up, c'est pas comme reculer une petite voiture. Là. Donc, choisir un véhicule qui peut faciliter la tâche. Puis, dernièrement, mais non le moindre, explorer les alternatives de déplacement. Donc, il n'y a pas une solution de rechange qui est bonne pour tout le monde. C'est à vous, ça va être à vous de trouver qu'est-ce qui est la meilleure formule. Je vais arrêter mon partage de l'écran pour pouvoir vous parler. Et donc, ça va être à vous de trouver votre formule. Puis, tu sais, je trouvais ça intéressant. On avait une discussion. Gabrielle était là aussi avec la médecin conseil qui travaille chez nous. Elle est vraiment médecin conseil spécialiste de la conduite auto et la santé. Puis, elle disait qu'il y avait un gros manquement au niveau de la planification de la cessation à conduire. J'ai trouvé ça bien intéressant tu sais, souvent, les gens, on ne parle pas de ça, c'est tabou. Tu sais, moi, il y a beaucoup d'hommes de la génération 65 ans et plus qui me disent hey, moi, là, si tu m'enlèves mon permis, là, je aussi bien crever. Puis ils sont sérieux, là. C'est épouvantable, là. Donc, c'est de planifier ça. Mais je sais, là, vous dites, regardez, la jeune a dit ça, c'est facile à dire, hein? Pas rendu là, peut-être.
Mais il y a des gens qui ont 100 ans qui conduisent. Il y en a encore il y a quelques centenaires au Québec qui ont un permis de conduire. Donc, ils conduisent. Mais est-ce qu'ils vont faire justement Valleyfield Québec? Non. Mais ils vont aller faire leur petite épicerie, ils vont aller faire leur petite commission. Ils choisissent leur moment. Donc, ils peuvent continuer à conduire, mais de manière sécuritaire. Donc, voilà, si vous avez des questions, il reste quelques minutes. N'hésitez pas à les poser. Et merci beaucoup, Evelyne. C'était vraiment intéressant, vraiment. Écoutez, soyez bien à l'aise de poser les questions, levez la main. Vous pouvez les écrire sur le chat. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. Si vous manquez, il manque quoi que ce soit, vous pouvez toujours écrire au bureau. Moi, je vais m'assurer que ça soit répondu. Alors, vous pouvez m'écrire à admin à nrf-ottawa.ca. C'est notre courriel et vous pouvez toujours nous écrire. Et puis, moi, je vais m'assurer qu'on répond à vos questions si disons que vous n'êtes pas prête tout de suite à poser la question. Alors, oui, monsieur Patoine, c'est à vous. Oui, je voudrais vérifier avec vous le carrefour giratoire. Oui, Les gens ne mettent pas les clignotants. oui, C'est très, très, très agaçant. Vous devriez effectivement. rajouter ça à votre liste, d'avoir toujours la possibilité que vous mettiez votre clignotant pour laisser savoir aux autres où vous vous en allez. Parce que c'est horrible partout. Les rayons giratoires ne sont pas compris Oui, pour beaucoup, beaucoup de monde. vous avez raison, Monsieur Patoine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, mais oui, il faut mettre idéalement son clignotant pour annoncer notre sortie. Mais on dirait que les gens sont pas toujours habitués, comme vous dites. Mais oui, effectivement, ça pourrait être carrément ajouté dans la présentation. C'est pas grand-chose à ajouter, puis c'est tout à fait pertinent. Merci, Bienvenue. Merci pour la présentation. ça fait plaisir. J'ai Madame Gratton, je pense, qui vient de... Oui. Madame Gratton, votre micro, s'il vous plaît. Ah oui, Oui, je vais reconduire quelqu'un dans un centre de cancérologie qui a la carte pour son auto pour handicapés, mais elle pensait que la carte était associée toujours à la voiture. hum, hum. Exemple, si moi je prends, elle embarque dans ma voiture et puis on affiche la carte dans le pare-brise, le numéro qui est sur la carte est associé à quoi? À son permis de conduire ou bien À son dossier à elle, oui. à son dossier à elle? Donc, exemple, si je me fais arrêter par la police, ils vont référer avec son nom? Ils vous feront pas arrêter. Si vous êtes avec la personne puis que vous avez la vignette, Ah, il n'y aura OK, pas de parce que des problème. fois, dans des stationnements, là, des fois, il y a des zones de stationnement, puis OK. Ben, dans le Ah, fond, d'accord. quand vous allez porter Oui, la personne est avec vous. Donc, oui, elle apporte sa vignette. Vous pouvez, vous pouvez vous la mettre stationner dans la dans voiture. OK, c'est ça, mais il faut OK, s'assurer qu'elle soit bien visible, hein, la vignette. OK. Mais quand vous êtes avec cette personne-là, il n'y a aucun enjeu. La vignette, elle est associée à son nom à elle, à son dossier, et non à une voiture. Ah, OK, parce qu'elle pensait le contraire. OK. Mais Mm, merci. mm. Je vois Monsieur Martin, je ne sais pas si c'est lui qui a. Oui, Monsieur Martin, allez-y. Oui, ben juste pour préciser, ma conjointe on a une vignette, elle a une vignette pour les personnes handicapées. Deux petites choses. Oui, c'est elle, elle a toujours dans son porte-monnaie, il faut qu'elle ait Mm. la preuve comme quoi que la vignette lui appartient, c'est elle qui a le droit de l'utiliser. Et je ne sais pas si c'est marqué sur la carte, mais en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, c'est spécifié aussi que la personne qui est handicapée doit, si on veut utiliser le stationnement, elle doit débarquer. Elle doit utiliser le stationnement. Disons, si moi, je ne peux pas débarquer, faire une commission, ma conjointe reste dans la voiture, en principe, là. Mhm. Je pense que c'est logique, là, mais ce n'est pas tout le monde qui l'applique, je crois. Ben, c'est une bonne question. Je peux pas vous dire, là, honnêtement, c'est la première fois qu'on me la pose. Pourtant, je l'ai fait souvent, cette conférence-là, mais c'est une question oui puis non, là. Mais euh, c'est intéressant. Mais moi, ce que je vous répondrais, c'est que vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, là. Tu sais, comme personne ayant mettons, votre femme, elle a un handicap ou elle vit en situation de handicap, elle sait ce que ça fait quand elle arrive puis qu'il y a quelqu'un qui est stationné dans le stationnement handicapé puis qu'elle, elle peut pas là, en profiter parce que ben, quelqu'un a décidé que aujourd'hui ça y appartenait puis que, tu sais. Donc, soyons, comme vous dites, c'est logique, puis soyons empathiques, là, tu sais, puis je pense qu'il n'y a pas personne de mieux placé qu'une personne vivant avec en situation de handicap pour comprendre.
Puis, tu sais, j'ai même eu une dame l'autre fois qui me dit, moi, là, mon frère est décédé, puis là, il y avait une vignette, puis là, je l'ai retourné à la sac. Puis elle dit, on m'a dit, voyons, t'es-tu folle? Garde ça, tu sais. Mais là, j'ai réexpliqué que, tu sais, la vignette, elle était associée à son frère. Donc, si jamais il y a quelqu'un, elle pouvait recevoir une contravention si elle se stationnait avec cette vignette-là. Puis comme j'ai dit, si on n'est pas en situation de handicap, là, si on n'a pas besoin de ce stationnement-là, on le sait, toutes les études démontrent que peu importe l'âge qu'on a, mais en vieillissant, c'est important de continuer à bouger, être en mouvement. Donc, profitez du moment où vous êtes encore capable de le faire, puis marchez de votre voiture jusqu'à la porte du commerce où vous allez. Je sais, ça peut paraître niaiseux, mais bon, ça sort un petit peu de la sécurité routière, vous me direz, mais c'est essentiel. Donc, ça vous aide à vous garder, à vous maintenir en forme. C'est des petites choses, mais ça vous aide à vous garder en forme. Donc, à possiblement pouvoir conduire plus longtemps. J'ai une amie qui appelle ça, Voilà. il stationne toujours loin des commerces, puis elle appelle ça son stationnement Weight Watchers. J'adore. Merci. Evelyne, je ferais juste du pouce. Il y a quelqu'un qui veut Oui, continuer par rapport aux vignettes, qui dit une fois à parfait. l'intérieur du magasin, comment la police peut valider que la personne handicapée est bien avec vous s'il ne voit seulement votre véhicule. J'aurais le goût de dire que malheureusement, je ne sais pas la vérification qu'il va Non, faire à cet effet-là. mais ouais. Je peux vous dire qu'en ce moment, là, et je sais que je sais pas si ça se dit, mais je peux vous dire qu'en ce moment, les policiers, ils ont vraiment pas le temps de faire ça. Ils sont très occupés à beaucoup d'autres, mais tu sais, ils vont faire des vérifications, tu sais, probablement aussi quand ils font la vérification, j'imagine, c'est quand ils ont une plainte. Tu sais, par exemple, un commerçant qui va dire, regarde, moi, j'ai tout le temps quelqu'un qui se stationne dans mon stationnement handicapé, puis il est pas partout handicapé, là. Fait que- mais tu sais, je pense pas que chez Walmart, par exemple, ça soit si surveillé que ça, là. Mais j'ai pas la réponse, officiellement, Mais mais j'aurais le goût de dire, s'il y a une ouais, vignette, là, je vais ajouter, faire du pouce peut-être sur ta réponse, là, ouais, mais s'il y a une vignette sur le pare-brise, dans la voiture, que vous êtes en train de magasiner puis que la police intervient, elle ne va pas systématiquement mettre un ticket, là, elle va attendre. non, Donc, ce qui va mm-mm, arriver, c'est que vous allez être de retour à votre véhicule, vous allez c'est ça. expliquer la situation, puis la personne va être avec vous, les vérifications vont se faire à ce moment-là. Je Mm. pense que ça serait ça, la meilleure intervention du moins. Mais je serais vraiment étonnée que ça arrive, mais quand même, au mieux. Je pense que monsieur. Ben là, je vais laisser, parce que j'ai pas vu qui a levé la main en premier. Fait que je veux juste m'assurer de suivre l'ordre. Oui, j'ai M. Lavallée. Est-ce que Mme Breton, est-ce que vous avez encore une autre question? Vous avez la main levée? Non? D'accord. Monsieur Lavallée, c'est à vous. Oui, merci. La question que j'avais, c'est associé à l'usage des trottinettes électriques sur nos routes et les trottoirs. Pourriez-vous me rappeler c'est quoi vous avez mentionné tantôt, madame, s'il vous plaît? C'est autorisé sur les trottoirs et les routes? Oui, je vais. Attendez un instant. Je vais juste rapetisser ça. Je vais vous mettre en lien, si vous le permettez, là, toutes les règles là, associées dans le chat. Euh, je vais juste le trouver. Je sais Oui, pas si pendant que Evelyne cherche, là, je vois que les gens sont en train de nous quitter, mais Oui, puis c'est correct, hein? on a un lien là, pour l'évaluation de la conférence et je l'apprécierais beaucoup que vous puissiez le remplir avant que vous quittiez parce qu'on veut s'assurer, bon, on veut toujours s'améliorer là, dans nos visioconférences, puis surtout les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans d'autres visioconférences potentielles plus tard. Donc, si vous pouvez prendre ce temps-là, merci.